sur le sujet du registre TVNIM-AFU. Ce webinaire est organisé par l'Association de patients Cancer Vessie France. L'objectif de ce webinaire, en fait, c'est d'informer les patients sur qu'est-ce que c'est cette recherche registre TVNIM-AFU. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Yann Neusier, qui est urologue, également secrétaire général de l'Association française d'urologie, qui a gentiment accepté de venir nous parler aujourd'hui de cette recherche qui est de la très haute importance pour les patients qui sont suivis pour un cancer de la vessie non infiltrant le muscle. Euh, nous pouvons passer au slide suivant. Juste avant de lancer dans le vif du sujet, j'aimerais informer tous les participants qui peuvent poser des questions au fur et à mesure du webinaire. Il y a une petite rubrique en haut qui s'appelle Q&A. Vous pouvez poser vos questions par écrite et nous les adresserons dès que possible. Pour les participants, votre micro et votre caméra est coupé, donc n'hésitez pas à utiliser les Q&A pour poser toutes vos questions. Donc, juste quelques mots sur qui est l'association Cancer Vessie France. Nous sommes une association de patients et aidants de personnes concernées par le cancer de la vessie sous toutes ses formes. Parmi nos missions que vous voyez à l'écran, nous avons pour mission de partager les progrès de la recherche et soutenir la recherche sur le cancer de la vessie. Donc, ce registre qui est organisé par l'Association française d'urologie, c'est une nouvelle recherche qui est très importante et c'est pour ça qu'on voulait faire un webinaire pour vous en parler. Et on peut passer au slide suivant. Voilà, dans ce webinaire, nous allons vous informer plus généralement sur le rôle essentiel des patients dans les études cliniques et les registres médicaux. On va aussi vous expliquer quelle est la différence entre une étude clinique et un registre. On va déconstruire un petit peu les idées reçues autour de la participation des patients. Et on va vous expliquer pourquoi le registre TVNIM-AFU, c'est un outil simple et utile pour la prise en charge des patients futurs. À la fin, vous allez comprendre concrètement comment y participer. Et on espère que vous serez nombreux à y participer quand vous aurez compris l'intérêt, les modalités de ce registre. Professeur Neusier, je vous donne la parole pour la suite. Et encore une fois, s'il y a des participants qui nous rejoignent que maintenant, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans la rubrique Q&A qui est en haut par écrit. Merci beaucoup, Laurie. Merci pour ce webinaire parce qu'effectivement, la tumeur de vessie, qui est la raison d'être de votre association de patients de Cancer Vessie France, c'est une maladie trop méconnue, non pas parce qu'elle n'est pas fréquente, ce n'est pas une maladie rare. Malheureusement, loin s'en faut. C'est le 4e cancer chez les hommes, le 7e chez les femmes. Mais malheureusement, les données dont on dispose sur ce cancer, contrairement par exemple au cancer du sein, qui est peut-être le cancer le mieux documenté, le plus valorisé en termes de recherche en France, eh bien, sont très largement insuffisantes. Et pour améliorer ça, eh ben, il n'y a pas 50 manières de faire, c'est le registre, c'est-à-dire la collecte de données qui concernent les patients en vie réelle, c'est-à-dire sans en aucun cas perturber leur prise en charge, sans leur demander d'efforts particuliers. On ne va pas leur demander de remplir des questionnaires, il n'est pas question de vous fatiguer davantage, d'alourdir votre prise en charge, simplement de pouvoir avoir votre accord pour pouvoir récupérer ces données et ainsi, anonymement bien sûr, pouvoir faire avancer les connaissances sur la maladie, et c'est en permettant à ce que votre cas individuel rentre dans ces données que, évidemment, on multiplie la richesse de ce registre et donc on peut vraiment prendre en compte toutes les situations de cancer de vessie et donc répondre au mieux aux besoins qui ne sont pas couverts dans tous les niveaux de la prise en charge de la maladie. Le premier niveau auquel l'Association française d'urologie voulait s'adresser, c'est le suivi.
parce que pour le suivi, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends si vous êtes aidant, que le principal, le seul même examen qui est validé pour s'assurer que les patients n'ont pas de récidive de leur tumeur, une fois que le chirurgien urologue l'a retiré, c'est la fibroscopie. La fibroscopie, ça consiste à mettre en place dans la vessie une caméra par les voies naturelles. C'est pas en soi douloureux au sens où ça ne demande pas une anesthésie générale, mais il est évident que comme tout geste invasif, personne en vrai n'est friand de se faire faire sa fibroscopie et c'est un mal nécessaire plus que une partie de plaisir. Et donc il est vraiment utile de rechercher des alternatives à cette fibroscopie pour le confort et la meilleure qualité de vie des patients, pour aussi réduire les coûts de la santé, parce que vous savez que la santé coûte cher, hein, c'est un sujet d'actualité, et que si on avait des choses moins coûteuses que la fibroscopie pour pouvoir s'assurer avec la même sécurité que les patients n'ont pas de récidive de leur tumeur de vessie, eh bien on ne ferait des fibroscopies finalement qu'aux patients pour lesquels on aurait vraiment une forte suspicion de récidive. Et c'est donc tout l'intérêt de ce registre qui voit du coup son utilisation dans le cadre des tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle. On distingue les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle, celles qu'on appelait autrefois les tumeurs superficielles, qu'on appelle indûment les polypes, parce qu'un polype, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Or, malheureusement, toutes les tumeurs de vessie, sauf très très rare exception, sont des cancers. Et donc, ces tumeurs de vessie, soit elles infiltrent le muscle, et c'est une maladie qui justifie des traitements lourds. Ce n'est pas notre sujet ce jour. Traitement lourd, c'est chimiothérapie, retrait de la vessie, hein, la cystectomie ou de la radiochimiothérapie combinée, avec un pronostic qui est important, réservé, qui donc justifie vraiment une prise en charge énergique. Là, on parle d'une tumeur qui touche beaucoup plus de patients, puisque c'est 3/4 des patients qui ont ces tumeurs n'infiltrant pas le muscle. Et du coup, injustement, elles sont considérées comme un peu moins graves et il y a moins d'efforts de recherche faits à leur sujet, d'où l'importance de s'y intéresser. Et donc, ces tumeurs sont surveillées en fonction de leur agressivité. Vous le voyez sur ce tableau, soit tous les 3 mois pour les tumeurs les plus à haut risque, ce qui veut dire que pendant 2 ans, les patients et patientes vont venir en urologie, subir une fibroscopie et doivent faire des examens d'urine avant chacune de ces fibroscopies pour s'assurer de l'absence d'infection avant la fibroscopie et s'assurer qu'il n'y ait pas de cellules cancéreuses par une cytologie. Et pour les tumeurs moins agressives, on peut se permettre de désescalader un petit peu cette surveillance. Néanmoins, il reste toujours cet impératif de fibroscopie, même pour les tumeurs pour lesquelles la cytologie n'est pas assez performante pour pouvoir détecter les tumeurs. Donc, ce que l'on recherche, c'est d'avoir un biomarqueur qui permette de remplacer. C'est ces fameux tests urinaires qui peuvent être évalués spécifiquement dans le cadre du registre et je vais vous expliquer pourquoi. Un biomarqueur, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple. Quand vous avez une pathologie, et là on va prendre l'exemple de la vessie, la pathologie peut produire des biomarqueurs. Alors, par exemple, pour le cancer de la prostate, on parle du PSA. Pour certains cancers, c'est le CA19-9 ou la CE, des marqueurs sanguins qui sont des biomarqueurs du cancer. Et donc, dans le cadre du cancer de la vessie, le but du biomarqueur, c'est d'avoir un moyen d'observer indirectement la présence de la tumeur plutôt que directement, c'est-à-dire soit par de l'imagerie, ce qui n'est pas un bon examen parce que malheureusement pas assez sensible. On rate des diagnostics avec de l'imagerie, même avec des scanners ou des IRM pour les tumeurs de vessie. Ou alors avec la fibroscopie dont on vient de dire que ce n'est pas l'examen idéal pour les patients. Et pour la vessie en particulier, les biomarqueurs dont on dispose actuellement, c'est uniquement la cytologie urinaire. Alors, une cytologie urinaire, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Vous allez au laboratoire uriner. Le laborantin récupère vos urines, les centrifuge pour que les cellules qui sont à l'intérieur, par leur poids, tombent au fond du pot. Ensuite, il aspire les urines et ne garde que ces cellules, et ces cellules, il les étale sur une lame pour les regarder au microscope et savoir si elles ont un aspect normal, une cytologie qui n'est pas en faveur d'une tumeur, ou une cytologie anormale en faveur d'une tumeur. Et ça diagnostique bien, surtout cette cytologie, les tumeurs de haut grade, les tumeurs les plus agressives, celles pour lesquelles la surveillance est la plus importante. Pour améliorer ça, il y a donc, par exemple, pour ce qui est de la cytologie, des procédés d'intelligence artificielle qui vont aider l'anatomopathologiste à lire la lame, pour ne pas dire la lire à sa place, et reconnaître sur la lame les anomalies et permettre d'améliorer la performance du diagnostic.
c'est par exemple pour ce type de biomarqueur ce qu'on appelle le Visiocyst. Visiocyst, c'est un test qui est développé par la société VitaDX qui permet de mieux voir les cellules tumorales sur la cytologie urinaire que font les patients dans le cadre habituel de leur surveillance. Il y a d'autres biomarqueurs qu'on peut doser par PCR, un peu comme pour les tests Covid, dans les urines. Il y en a 3 autres qui sont évalués par le registre TVNIMAFU. Et ces registres, ces biomarqueurs donc, sont à chaque fois faits dans votre laboratoire, que ce soit la cytologie avec Visiocyte ou les autres tests avec les autres biomarqueurs. Ils sont faits dans votre laboratoire et c'est finalement en fonction de votre laboratoire que l'urologue va vous prescrire le test, puisque ce test pour l'instant ne change absolument pas votre prise en charge. Le but, c'est de l'évaluer. Et donc, pour ne pas vous compliquer la vie, si vous êtes dans un laboratoire Biogroup, eh ben, typiquement, c'est le test Visiocyte qui est fait. Chez Cerba, c'en est un autre. Chez Eurofins Biomnis, un deuxième. Et chez Innovi Biofutur, un troisième. Donc, en fonction de votre laboratoire, vous pouvez demander à votre urologue de vous prescrire, lorsque bien, quand bien, tout de suite il va découvrir la tumeur, hein, dès le début, de vous prescrire ce test de manière à pouvoir entrer, être inclus dans le registre, et comme ça, toutes les données qui vous concernent, anonymement, sont collectées dans le registre, et donc vous allez pouvoir enrichir la connaissance de la tumeur de vessie par votre propre situation, ce qui fait qu'à terme, bah, vous pouvez espérer qu'un jour, il y ait des traitements plus adaptés à vous-même qui seront mis au point, et des tests plus adaptés à vous qui seront mis au point, comme c'est le cas avec les biomarqueurs. Alors, c'est, vous voyez, hein, une surveillance qui est surtout intense au début parce que cette surveillance, elle est faite pour détecter des récidives. Si on embête les patients avec une fibroscopie, c'est pour diagnostiquer tôt la récidive et du coup pouvoir l'opérer quand elle est petite et faire une opération moins lourde pour les patients. Et cette probabilité, elle est surtout élevée au début, dans les suites de la résection, et plus le temps passe, heureusement, plus le risque diminue. C'est pour ça que la fréquence des fibroscopies est adaptée, et c'est pour ça qu'on espère pouvoir réduire encore plus ces fibroscopies si un biomarqueur permet de dire, bah, écoutez, on a fait le test dans vos urines, le test dit qu'il n'y a pas de traces de tumeur, et comme ce test a été évalué fiablement par l'Association française d'urologie dans le cadre du registre, on peut vous dire qu'il n'y a pas de risque que vous ayez de tumeur et donc on n'a pas besoin de vous faire la fibroscopie ce coup-ci. Et puis si à l'inverse le test est positif, on peut dire au patient, bah, étant donné que le test est positif, il y a une forte suspicion de tumeur et alors on ne peut vraiment pas surseoir à la fibroscopie, il faut la faire. Vous voyez tout l'intérêt pour les patients que ces tests arrivent enfin à disposition pour permettre d'adapter la prise en charge au cas par cas. Alors le registre, voilà comment ça se passe, c'est extrêmement simple, hein. On vous découvre malheureusement une tumeur de vessie. Eh bien, l'urologue va programmer sa résection au bloc opératoire, retirer par les voies naturelles la tumeur en grattant, comme on dit, hein, en réséquant cette tumeur pour la découper, la retirer et qu'elle soit analysée. Et c'est au moment de la programmation qu'il faut demander à votre urologue de participer au registre, parce que c'est à ce moment-là qu'il va vous prescrire le premier des tests, celui qui va permettre, avec la tumeur en place, de valider que le test est bien performant. Et puis ensuite, une fois que vous avez retiré la tumeur de vessie, ça ne change rien à la façon dont il va travailler, hein. Il va travailler exactement comme si vous n'aviez pas eu le test, mais par contre, dans la suite, il va vous represcrire le test avant chaque examen de contrôle, selon le même rythme que ce que vous auriez eu. Ça ne change pas, vous n'avez pas de pénibilité supplémentaire. Simplement, vous faites ce test urinaire dans votre laboratoire habituel avec l'ordonnance spécifique qu'il vous remet. Et on va y revenir parce que c'est le point important pour vous, sûrement dans le contexte économique. Vous ne payez rien, hein, c'est pas le laboratoire ne va pas vous facturer ce test en supplément. C'est pris en charge entièrement par ce qu'on appelle le RIHN pour ce qui est des tests avec de la PCR, et c'est le laboratoire VitaDX qui paye le test Visiocyte pour vous. Donc vous n'avez rien à débourser, c'est simplement à faire le test avec l'ordonnance spécifique, parce que cette ordonnance permet de dire c'est parce que vous êtes dans le registre que justement c'est VitaDX qui paye par exemple pour Visiocyte ou que c'est le RIHN qui prend en charge les autres tests avec une réduction spéciale sur le prix pour que votre prescripteur non plus n'ait pas un reste à charge. Et donc au total, ça ne vous coûte rien à vous, ça ne coûte rien à l'urologue qui va vous prescrire, ou au centre plutôt où travaille l'urologue qui va vous prescrire le test. Et par contre, ça vous permet d'avoir ce test avant qu'il soit disponible sur le marché et de permettre son évaluation pour démontrer, et on l'espère, qu'il sera un jour capable de vous éviter
et d'éviter aux autres patients qui auront des tumeurs comme vous dans le futur, nous peut-être, eh bien, d'avoir à subir ces fibroscopies. Et donc, pour la suite de la prise en charge, vous le voyez, les urologues sont très maintenant familiers avec cette image, qu'on leur répète, on leur montre très régulièrement. Ça ne change pas votre prise en charge. C'est simplement penser à vous represcrire le biomarqueur pour que vous puissiez, avant chaque fibroscopie, refaire ce test, ce biomarqueur. Si vous souhaitez plus d'informations sur les différents tests, pour savoir dans quel laboratoire, en fonction du laboratoire dans lequel vous vous rendez habituellement, quel test réaliser, eh bien, toutes les informations sont détaillées sur le site Urofrance, qui est le site de l'Association française d'urologie. Cette page a été faite en partenariat, bien sûr, avec Cancer Vessie France, parce que ça concerne directement les patients. Et donc là, c'est sur la partie grand public du site. Il n'y a pas besoin d'être médecin ou professionnel de santé pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Et vous aurez donc le détail de tous ces tests. Si vous êtes vraiment avec la fibre scientifique, vous pourrez même savoir comment ils fonctionnent. Vous reviendrez sur les mécanismes de VitaDX ou des autres tests pour savoir comment ces tests améliorent votre diagnostic. Et puis sur le détail avec les fiches de prescription, etc. Il y a même une carte de France qui vous permet de voir quel est le centre urologique près de chez vous qui participe au registre. Parce que si on vous a diagnostiqué par une échographie une tumeur et que votre médecin généraliste vous dit il faut que vous alliez voir un urologue, eh bien, autant choisir un urologue qui figure sur cette carte parce que lui, il sera en mesure de vous apporter des soins de qualité optimale avec ce registre. Et là, je vais peut-être être un peu cash et pas me faire que des amis, mais la vérité est celle-ci, et on l'a vu dans d'autres cancers, le fait pour un urologue, comme n'importe qui d'ailleurs, d'être dans un registre, le fait, c'est un peu comme la dashcam, vous savez, avec la voiture, quand on filme constamment la façon dont vous conduisez, ça vous oblige à mieux conduire. Parce que vous vous dites, si j'ai un accident, tout a été enregistré, on saura exactement ce que j'ai fait, et si je suis en faute, je ne pourrai pas le cacher. Eh bien, le fait pour un urologue de participer à un registre, ça l'oblige à respecter exactement les recommandations de bonnes pratiques vis-à-vis de ses patients. Dans le cadre du cancer thoracique, des cancers du poumon, il y a un registre qui s'appelle EPITOR, qui a été mis en place par la société, l'équivalent de l'AFU pour les chirurgiens thoraciques, et qui a permis d'effacer, de gommer toutes les disparités de prise en charge sur le territoire. Alors certains chirurgiens thoraciques ont arrêté du coup, ils n'avaient plus l'autorisation de faire de la chirurgie thoracique parce qu'ils étaient trop mauvais, mais la majorité des chirurgiens thoraciques ont amélioré leur pratique parce qu'ils participent à ce registre. Donc, participer à ce registre, pour vous, ça veut aussi dire que vous allez rentrer dans un service, dans une équipe qui, de par ce fait, vous assure de suivre les recommandations au pied de la lettre, parce qu'ils savent très bien que toutes les données de santé qu'ils produisent, et qu'on produit tous, qu'on soit dans un registre ou pas, bah là, en l'occurrence, elles sont inspectées, elles sont surveillées, et elles vont les mettre face à leurs responsabilités de prescripteurs s'ils ne faisaient pas exactement ce qui a été recommandé pour vous. Donc, cette carte de France, consultez-la si vous devez choisir un urologue, parce qu'elle vous permettra de choisir, encore une fois, une équipe investie dans l'urologie de qualité pour vous assurer les meilleurs soins et vous permettre, vous, patients, de participer à la recherche. Laurie le disait, et je ne sais pas, Laurie, n'hésitez pas à m'interrompre si des questions viennent, mais il y a des différences entre les études cliniques et les registres, évidemment. Une Oui. étude clinique, on perturbe votre prise en charge. On va soit modifier votre traitement pour tester un nouveau traitement, soit vous donner un nouvel examen à faire en plus pour, en fonction de ce résultat d'examen, modifier votre prise en charge. Ça, c'est un essai clinique. Dans un essai clinique, il faut que vous ayez donné votre consentement parce qu'on va clairement modifier votre prise en charge. Et potentiellement, si le médicament ou l'examen qui est fait pour changer votre prise en charge change vraiment la prise en charge dans le bon sens, améliore vraiment le pronostic de votre maladie, tant mieux pour vous, mais potentiellement, ce traitement, ce médicament, ce test ne va pas changer votre prise, ne va pas améliorer votre pronostic. Et donc, dans un essai clinique, il y a une prise de risque qui est faite au final pour améliorer les connaissances, améliorer la prise en charge des patients, mais il y a une prise de risque. Dans un registre, il n'y a pas de prise de risque. Un registre, c'est simplement les données qui, de toute façon, doivent être enregistrées quand on vous prend en charge. Ce sont vos comptes rendus opératoires, vos comptes rendus d'analyse de prise de sang, d'urine.
En l'occurrence, pour le cancer de la vessie et le registre TVNI-MAFU, c'est uniquement les données qui concernent strictement votre tumeur de vessie. On ne s'intéresse pas à des choses qui n'ont pas d'importance pour la question posée, hein. On ne va pas aller prendre dans votre vie privée, c'est évident. Et ces données sont confidentiellement stockées sur des serveurs sécurisés. Personne ne peut y avoir accès à part les médecins et l'équipe d'investigation de l'Association française d'urologie. C'est très réglementé par la CNIL pour pouvoir ensuite être utilisé à des fins uniquement scientifiques. Il n'y a pas de fin commerciale, hein. On ne va pas revendre votre donnée de santé à je ne sais qui, un marchand de médicaments qui voudrait savoir quoi que ce soit. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'utiliser ces données pour faire progresser la science en répondant à des questions que se posent euh, les scientifiques, que ce soit au sein de laboratoires pharmaceutiques, d'industriels qui développent des tests, comme c'est le cas aujourd'hui, ou même d'académiques, hein, d'universitaires du monde entier qui pourraient s'intéresser aux patients qui sont atteints de cancer de vessie en France. Voilà. Donc, je me suis bien sûr ouvert à votre question parce que je pense que vous devez en avoir beaucoup vu l'intérêt de ce travail que mène l'Association française d'urologie avec vous et pour vous. Merci beaucoup, professeur Nozier. Oui, nous avons quelques questions dans le chat. Juste, je voulais repréciser. Donc, participer au registre, il n'y a pas un bénéfice direct pour les patients. En fait, ça ne change rien pour eux. Ça ne va pas influer sur le traitement qu'on va leur proposer ou la surveillance établie, euh, si ce n'est que participer à ce registre leur permet d'être dans un centre où les consignes, les recommandations sont bien sûr suivies. Euh, Est-ce que les patients se posent la question, est-ce que je vais recevoir les résultats de ces examens? Est-ce que même l'urologue lui-même qui prescrit l'examen, est-ce qu'il reçoit les résultats C'est dans une le très bonne cadre du question. registre? Bien sûr, le patient, il est toujours propriétaire des informations médicales, hein, c'est la loi sur le secret médical, ça lui appartient. Et bien sûr que le patient a le droit de savoir quel est le résultat de son test. L'urologue, et c'est pour ça que l'Association française d'urologie organise ce registre, l'urologue ne doit normalement pas être mis au courant avant votre fibroscopie, de façon à ce que ça ne perturbe pas son interprétation, qu'il n'aille pas se dire, oh, je vais pas y passer 3 heures parce que le test est négatif, du coup je vais aller vite, de toute façon c'est quasiment sûr, il n'y a rien. Non, on veut surtout pas diminuer la qualité de la fibroscopie par un a priori, même en faveur de l'absence de récidive. Et donc ce qu'on veut, c'est que l'urologue puisse avoir accès bien sûr à l'information, mais après qu'il ait fait votre fibroscopie. Et donc de la même façon, vous pouvez avoir accès à l'information, mais vous n'êtes pas du tout obligé de la montrer à l'urologue pour influencer sa façon de faire votre fibroscopie, hein. Donc, là, pour répondre à la question, le patient est propriétaire de l'information, ça va de soi, et vous avez le droit de savoir. D'accord. Donc, c'est généralement, ce serait le labo qui communiquera au patient le Comme résultat pour les, de cy- son test. comme pour les cytologies, en fait, hein, il y a du secret médical, là encore, donc c'est envoyé au prescripteur, et le prescripteur doit, si vous en faites la demande, vous remettre le résultat. Merci. Et il y a une deuxième question. Est-ce que les biomarqueurs sont-ils sûrs à 100%? Alors, c'est Et tout l'intérêt de les ouais, évaluer. ouais. S'ils étaient sûrs à 100%, si on savait déjà qu'ils étaient très bons, il n'y aurait pas besoin de faire tout ce travail d'évaluation. C'est parce que les évaluations ont été faites dans des centres experts, c'est-à-dire dans un endroit précis, par exemple tel hôpital d'une grande ville de France ou d'ailleurs, qu'il y a des données qui laissent présager que ces tests sont plutôt utiles parce que plutôt performants. Mais ce qui importe à la HAS, à la Haute Autorité de Santé, qui est l'autorité, hein, qui autorisera ou non à la fin du jeu si oui ou non ces tests sont pour le grand public ou restent dans le domaine de la recherche, eh bien, c'est les données de vie réelle. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si pour l'ensemble de la population sur tout le territoire français, au moins métropolitain, eh bien, on peut être sûr que ce test, qu'il soit fait à Montpellier, à Lille, à Brest ou à Strasbourg, il est fiable parce que la technique, elle est la même pour tout le monde et parce que les patients sont des patients avec leurs disparités, leurs différences.
On peut être d'âge différent, de sexe différent, de genre différent, de couleur de peau différent et de milieux sociaux différents avec des facteurs de risque différents. Et donc, ce n'est pas la même chose que de faire un test qui ne va concerner que les patients qui fréquentent tel hôpital, vous comprenez bien, dans telle ville, dans telle région. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette évaluation parce que ce n'est pas sûr à 100% que ces tests soient vraiment performants pour tout le monde. On l'espère, sinon on ne se donnerait pas tous mal, mais il faut le démontrer. Et c'est grâce à la participation de milliers de patients qui est attendu qu'on pourra répondre fiablement à la question. Une fois qu'on aura fini cette évaluation, là oui, et la HAS qui a pu évaluer en amont la méthodologie proposée par l'Association française d'urologie l'a validée, a mis son tampon dessus. La HAS dit si vous nous apportez ces données, nous, on s'y fiera et on saura que c'est fiable. Mais tant qu'on n'a pas vos données d'évaluation, pour l'instant, pour nous, ça reste du domaine de la recherche et donc on ne peut pas dire à tous les patients, vous y avez accès sans avoir avec un remboursement. Et est-ce que ces tests distinguent entre le haut grade et le bas grade? Alors, Vous avez mentionné tout à l'heure que la cytologie actuelle qui est pratiquée généralement chez les patients en surveillance détecte plutôt bien le haut grade. Est-ce que tous ces nouveaux tests qui sont évalués détectent bien le bas grade aussi? alors là aussi, c'est une excellente question. C'est pour ça qu'on les évalue dans toutes les situations. Le but étant de s'assurer qu'il n'y a pas de récidive. Il ne s'agit pas de rassurer faussement un patient en lui disant vous n'avez pas de récidive, mais en fait il y en a une même si elle est de bas grade. Parce qu'une récidive, même de bas grade, elle va continuer de grossir, elle peut saigner, et puis plus elle sera grosse au moment où finalement on va la diagnostiquer parce elle sera devenue symptomatique, et plus l'opération forcément sera conséquente avec possiblement des suites plus pénibles pour le patient. Donc c'est pour ça, je voulais montrer que le rythme du suivi est adapté au risque de récidive et il ne s'agirait pas de diminuer ce rythme parce que un test ne serait pas efficace dans une situation même de bas grade. Et donc, que ce soit Visiosite, que ce soit les autres biomarqueurs, ils sont évalués dans toutes les situations. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Visiosite, on a dit que c'est de la cytologie améliorée par l'intelligence artificielle. Bah oui, mais justement, on compte sur l'intelligence artificielle pour améliorer les performances de la cytologie, parce qu'actuellement, avec les yeux des docteurs, lorsque c'est le docteur qui au microscope regarde la lame de cytologie, lui, il arrive à reconnaître uniquement les tumeurs de haut grade. Maintenant, on sait très bien que l'ordinateur est plus fort que nous pour lire des images, hein. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte avec toute l'intelligence artificielle dont on peut disposer aujourd'hui sur son téléphone portable et la capacité de l'ordinateur à faire et à analyser de l'imagerie, que ça fera mieux, c'est certain. La question posée finalement, c'est à quel point ça fait mieux et est-ce que ça permettait de faire tellement bien que du coup, on n'a plus besoin de faire la fibroscopie. Mais du coup, pour répondre à votre question, on va savoir si ça distingue aussi bien le haut grade et le bas grade. Et pour l'instant, on le fait pour tous les patients pour que ça puisse permettre de ne pas restreindre à seulement certains patients de recevoir ce test pour éviter des fibroscopies. D'accord. Ça amène à une prochaine question. Il y a plusieurs tests urinaires qui vont être évalués dans le registre. Euh, qui décide quel test donner à quel patient? C'est au hasard, c'est en fonction du laboratoire où le patient a l'habitude d'y aller. Et est-ce que tous les tests vont être évalués? Il y a combien de patients pour chaque test pour qu'ils Alors, soient encore une évalués à fois, égalité? très bonne question. Donc, je vais commencer par la fin. 2000 patients par test. 2000 patients par test, ça permet une évaluation vraiment, vraiment, vraiment robuste. Alors, je ne rentre pas dans des considérations statistiques, mais quand on fait des tests, hein, comme ça, des tests par statistiques, on peut se tromper parfois. Et plus il y a de patients, moins on risque de se tromper. Et donc, le seuil que la HAS a imposé est atteint, largement même, un peu dépassé. On est même avec plus de sécurité avec 2000 patients. Donc, 2000 patients, c'est ce qu'il faut pour chacun des tests. Donc, chacun des 4 tests qui sont évalués. Donc, il y en aura 2000 avec Visiosite, 2000 avec le test par PCR de chez Cerba, 2000 avec celui de chez Eurofins et 2000 avec celui de chez Innovis BioFuture. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, ce n'est pas l'urologue qui décide
c'est le patient qui ne doit pas changer ses habitudes. Donc finalement, c'est le patient qui a la main, puisque vous allez habituellement dans un laboratoire Biogroupe, et ben, le plus simple pour vous, Biogroupe faisant Visiosite, c'est de faire le test Visiosite. Vous allez chez Cerba, parce que près de chez vous, il n'y a que ça, et ben, on vous fait le test qui correspond au laboratoire Cerba, et ainsi de suite avec les deux autres réseaux de laboratoires que j'ai nommés. L'intérêt, c'est qu'encore une fois, on veut que ce soit sur l'ensemble du territoire. Et donc, s'il y avait des patients qui habitent dans une région où il n'y a que des laboratoires du groupe Eurofins Biomnis, par exemple, bah, ils ne pourraient pas avoir accès au registre et donc ils ne pourraient pas donner leurs informations concernant leur maladie pour faire progresser les connaissances sur le cancer de la vessie. Ce serait quelque part une inéquité d'accès à la recherche pour ces patients. Ils ont tout aussi le droit d'être pris en compte pour que la recherche progresse avec leurs caractéristiques propres qu'un patient qui habite dans une grande ville où il y aurait tous les réseaux de laboratoires disponibles. Donc c'est pour ça que ce n'est pas l'urologue qui choisit, c'est votre laboratoire. Et ce qu'a fait l'Association française d'urologie, c'est qu'elle favorise le fait que il y ait des différents tests testés dans différents laboratoires pour que vous puissiez justement avoir un test, quel que soit votre laboratoire habituel. D'accord. Donc, on sait qu'il y a chaque année en France environ 10 à 15 000 nouveaux patients ayant un cancer de la vessie. Donc, s'il faut que 2 000 de ces patients, donc ça fait un total de 8 000 patients, on pourrait supposer qu'on aura les résultats de ces tests dans un an ou deux, les résultats de ces évaluations. Alors, il faudra bien sûr qu'il y ait le suivi hein, qui soit complété. Je vous ai montré sur le schéma que ce suivi il est d'au moins 5 ans, même pour les tumeurs les moins agressives. Et donc, il faudra que le suivi de tous les patients ait atteint 5 ans de recul pour permettre d'avoir suffisamment de validité pour que ça avance. Et puis, il faut que les 2000 patients rentrent aussi vite que malheureusement ils n'apparaissent. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut pour ça que tous les urologues incluent tous leurs patients. Et malheureusement, bah, tous les urologues ne participent pas encore. J'espère qu'il y en aura de plus en plus qui vont se donner la peine de participer au registre. Mais il faut participer au registre pour pouvoir inclure les patients. Il faut donc avoir l'aide de l'AFU, parce que l'AFU aide ces urologues, hein, au sens pas matériel, pas au sens financier, hein, c'est au sens humain. C'est-à-dire qu'on apporte de l'aide technique pour que vos données, ce ne soit pas l'urologue qui aille les mettre sur l'ordinateur, mais quelqu'un qui vienne dans son centre pour les mettre sur l'ordinateur, dans la base de données. Quelqu'un qui, bien sûr, est assermenté, ce qu'on appelle des techniciens d'études cliniques, hein, c'est des professionnels dont le métier est de rechercher dans les documents médicaux les informations pour les mettre dans des bases de données. Et donc, ça, c'est fait pour que l'AFU puisse avoir le soutien d'un maximum d'urologues en France sur tout le territoire pour mettre des patients, pour que les patients puissent rentrer dans le registre. Après, il faut bien sûr que les patients soient proactifs et qu'ils n'hésitent pas à dire: attendez, moi, j'ai entendu parler, grâce à Cancer Vessie France, d'un registre sur ma maladie. Est-ce que je peux être inclus? J'ai envie que mon expérience, ce que je vis, ce que je vais avoir comme traitement, soit pris en compte pour que la recherche en tienne compte pour l'avenir et que bah, les autres patients qui seront dans la même situation que moi soient dans 5 ans ou 10 ans beaucoup, beaucoup mieux soignés que ce que je puisse l'être. Je sais qu'on se donne déjà du mal pour faire notre mieux aujourd'hui, eh bien, il faut que le patient le demande, hein. Donc, n'hésitez pas, en tant que patient, vous êtes encore une fois propriétaire, et c'est évident, on est tous propriétaires de sa santé, et donc on a le droit d'être acteur et de demander à son urologue s'il participe au registre, et s'il participe, bah, de vous prescrire le biomarqueur qui correspond à votre laboratoire pour que vos données puissent être implémentées. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, on comprend que cette évaluation va durer dans le long terme, encore quelques années. On n'aura pas les résultats tout de suite, mais il y a quand même un espoir d'une amélioration dans la surveillance des tumeurs non infiltrant le muscle pour les patients futurs, peut-être en 5 à 10 ans ou plus tôt. Donc, c'est très important, le message à retenir, c'est très important pour tous les patients qui nous écoutent, qui sont concernés par des tumeurs non infiltrant le muscle, d'en parler avec leur urologue et de s'y intéresser, de poser la question, est-ce que je suis éligible au registre TVNIM AFU?
Et on va remettre l'adresse Internet où vous pouvez aller vous renseigner pour en savoir plus et savoir si votre centre actuel est participant ou pas. La voici. Donc, encore une fois, c'est sur le site de l'Association française d'urologie. N'ayez pas peur, c'est pas un site pirate. Et il y a donc là-dessus, ça a été rédigé, les textes ont été rédigés pas par des docteurs, mais avec des docteurs. Et c'est une journaliste médicale qui a écrit les textes pour que ce soit compréhensible par tous. Donc, n'ayez pas peur de tomber sur du langage ésotérique, du langage d'hyper spécialistes, même si ce registre est conduit par des hyper spécialistes, enfin en tout cas on espère l'être pour votre bien. Et donc c'est complètement compréhensible par tous. Et si vous aviez des questions, n'hésitez pas à revenir vers l'Association française d'urologie ou vers Cancer France pour avoir des détails supplémentaires. Parce qu'encore une fois, le but, c'est qu'il n'y ait aucun frein, aucune appréhension de la part des patients pour que la participation au registre soit rapide et que comme ça, bah, comme le rappelait Laurie, on n'ait pas les résultats dans 10 ans, mais plutôt dans 5 ans, où maintenant le registre a commencé depuis déjà 2 ans, hein. Donc on peut espérer avoir dans 4 ans maximum les premiers résultats et donc commencer à changer les choses pour les patients. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je pense on a tout couvert. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier encore une fois le professeur Neusillet d'avoir participé et de nous avoir éclairé sur cette recherche en cours. Les informations ont été très très claires. Merci beaucoup. Et je remercie également VitaDX qui nous a fourni un soutien technique et institutionnel pour organiser ce webinaire aujourd'hui. Un grand merci à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à revenir soit vers l'AFU ou vers Cancer France en cas de questions. Passez une bonne journée à tous et bon appétit. Bonne journée, au revoir.